10 000 de plus qu'hier. 240 maisons environ impactées. Heureusement, on n'a pas à date connaissance de blessés, sauf chez les sapeurs-pompiers, où le bilan s'alourdit, puisqu'on a plus évidemment de soldats du feu qui sont atteints, pas forcément de façon grave, mais je voulais le souligner. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été confrontés hier soir à un nouvel épisode d'orage de feu, c'est-à-dire le même phénomène incroyable, inédit, inconnu que celui qui s'est déroulé vendredi dernier, au moment où on a découvert qu'on changeait de dimension, si je puis dire. Nous avons échangé cet après-midi avec le directeur du SDIS, l'équipe des préfets, avec un groupe d'experts nationaux et internationaux qui ont une fine connaissance de ces phénomènes. Et ça nous permet de confirmer qu'il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible, qui combine, je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques parce que je n'en ai pas la maîtrise suffisante, mais de ce que j'ai compris, qui combine à la fois l'incendie, le feu, de l'orage, avec l'orage qui produit lui-même avec ses impacts de nouveaux départs de feu, et avec du vent. Et le vent également attise le feu. Le tout dans un territoire, dans un département qui a une des plus grandes forêts d'Europe, donc une matière combustible à profusion pour cet incendie. Et par conséquent, quand ce phénomène se produit, il s'est produit en fin de journée et une partie de la nuit avant de s'apaiser, mais il se produit de manière non anticipable et il a des conséquences non prévisibles. Alors évidemment, avec toutes ces incertitudes, la manœuvre est encore plus compliquée. En tous les cas, cette situation nous a conduit une nouvelle fois à procéder à des évacuations préventives dans la nuit. Préventives. Alors je vous remercie encore une fois, mais je le ferai chaque jour, aussi longtemps que nécessaire. Je remercie les élus, les maires qui sont vraiment formidables, mais je remercie aussi les habitants qui voient ainsi leur vie bouleversée. Donc cette nuit, plus de 50 000 personnes ont à nouveau quitté 23 communes où elles résidaient, ce qui porte le total des personnes évacuées dans le département depuis mercredi dernier à 220 000 personnes. C'était la première mesure que nous avons prise en lien avec les sapeurs-pompiers pour faciliter leur travail et surtout pour épargner des vies. Ensuite, nous avons fermé l'A63. L'A63 entre Bordeaux, Le Tech et l'Hyposteille, dans les Landes. Et nous avons, parce que le feu a franchi cette ligne, nous avons aussi, la ligne de chemin de fer entre Bordeaux et Arcachon a été fermée. Les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers, l'armée, les soignants, et puis nous aussi ici à la préfecture. Bref, c'est tout l'État local et national qui est mobilisé, et ainsi que les élus qui nous apportent un très grand soutien. Des renforts supplémentaires ont encore convergé vers la Gironde, et à date, ce sont plus de 2500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés, dont des renforts européens. Ce sont plus de 18 moyens aériens, dont des vecteurs européens, 1500 militaires, 1200 forces de sécurité intérieure et 450 associations de sécurité civile. La sécurisation des villes qui ont été évacuées est assurée par les gendarmes et les policiers, selon l'endroit où ces communes se situent, mais aussi par les sentinelles que le ministère des Armées a mobilisées et qui font des patrouilles. Je voudrais vous dire que malgré la gravité incroyable de la situation, on constate encore des comportements, comment vais-je les qualifier, des comportements inadmissibles et je dirais presque criminels. Voilà, dans le langage courant sans qualification pénale, je ne suis pas procureur de la République. Pensez qu'ont été interpellés par les forces de sécurité intérieure hier un individu qui fumait dans la forêt et deux autres qui étaient en train de faire un barbecue dans la forêt.
Voilà, on en est, les bras nous en tombent. Et évidemment, ces personnes ont été immédiatement interpellées et placées en garde à vue. Je ne doute pas que le procureur de la République ait la réponse ferme qui s'impose, parce que c'est aussi son intention. À l'inverse, heureusement, et c'est sans doute la majorité, il y a beaucoup d'élan de solidarité. Il y a des entreprises, grandes et petites, qui ont décidé de libérer immédiatement parmi leurs salariés les sapeurs-pompiers volontaires pour qu'ils viennent renforcer les équipes du contrôleur général Vermeulen, parce qu'il faut penser aussi au repos des hommes, des effectifs. Ça vaut pour les pompiers comme pour les gendarmes et les policiers, naturellement, et comme pour nous aussi. Donc voilà, il y a des entreprises qui ont décidé de libérer tous leurs agents sapeurs-pompiers volontaires. Je pense aux grandes enseignes qui ont livré des produits alimentaires dans les centres d'accueil. Et puis je pense aussi aux initiatives individuelles des particuliers qui se font connaître et qui sont prêts à accueillir chez eux, à héberger des personnes évacuées pour qu'elles ne se retrouvent pas dans un centre d'accueil. Alors, les agriculteurs, j'en ai parlé hier, les agriculteurs aussi sont très mobilisés parce que la générosité fait partie de leur culture. Ils sont très mobilisés avec leurs tracteurs et leurs tonnes à eau pour aller apporter de l'eau au plus près des sapeurs-pompiers. Mais je le dis, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs prennent d'initiatives individuelles. Nous ne souhaitons pas retrouver des tracteurs avec des tonnes à eau qui se promènent un peu partout à la recherche des pompiers. Cela doit être organisé, nous l'avons dit hier, il y a un fichier pour s'inscrire sur le site de la Chambre d'agriculture de la Gironde, et ensuite, sur la base de ces inscriptions, de ces volontaires qui se déclarent, il y a une organisation avec les sapeurs-pompiers. Il faut que on puisse apporter de l'eau aux sapeurs-pompiers pour limiter leurs allées et venues pour recharger, mais de manière ordonnée et de manière sécurisée. Voilà, moi je ne veux pas qu'il y ait d'agriculteurs qui soient pris dans les flammes et qui soient blessés ou pire. Donc la générosité, c'est très bien, à condition que ce soit organisé. Et donc c'est aux sapeurs-pompiers de s'en occuper. Sinon, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs interviennent de manière spontanée. Voilà, je vais passer dans une seconde la parole à Cécile Tagliana, qui est la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé au sujet des fumées, puisque naturellement, cet incendie provoque des fumées qui arrivent jusqu'à la métropole et bien plus loin. Et donc, peut-être, Cécile, si vous voulez bien dire quelle est la situation. Nous avons aussi notre DREAL, c'est-à-dire le directeur qui s'occupe des enjeux de qualité de l'air. Et à partir de la qualité de l'air et de la mesure de la qualité de l'air, il revient à l'Agence régionale de santé de définir des préconisations. Et voilà, je donne donc la parole à Cécile Tagliana. Merci Madame la Préfète. Effectivement, on est sur un événement tout à fait exceptionnel, avec donc la nécessité de donner des directions, des recommandations assez précises à la population face à ce qui peut être anxiogène. On a dépassé les seuils d'alerte aux particules fines dans 4 départements de la région, donc à cause de ces incendies exceptionnels. Et donc les recommandations ont été émises avec un communiqué de presse, et je voudrais ici les rappeler et peut-être les préciser. Ces recommandations, elles sont valables, ce sont les recommandations habituelles, déjà validées scientifiquement pour les personnes qui se trouvent à proximité d'un foyer d'incendie ou à distance, mais qui subissent l'impact des fumées de ces feux de forêt. Donc quand vous êtes dans le panache ou que vous voyez cet impact, et donc ça peut évoluer en fonction du vent, de la direction du vent. La principale recommandation, qui ne paraît peut-être pas logique à tout le monde, mais c'est de sortir le moins possible. Il y a plus de fumée à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc de limiter le temps passé à l'extérieur. Donc aussi d'éviter que l'air extérieur rentre, donc de garder les fenêtres fermées et de n'aérer que lorsqu'on n'est plus dans le panache du vent, parce que le vent a tourné, dans le panache de la fumée. La troisième recommandation, c'est d'éviter les efforts physiques. Un effort physique entraîne que l'on respire davantage et donc que l'on va respirer davantage de particules fines.
ça augmente la fréquence cardiaque, qui implique là aussi que la respiration est plus forte. Donc éviter les efforts physiques pour toutes les personnes pour lesquelles c'est possible. Évidemment, la recommandation ultime, c'est quand on a vraiment une difficulté à respirer, un malaise, il faut appeler le SAMU, le centre 15, et on en revient là à la nécessité qu'on a d'avoir assez après de transport sanitaire pour aller chercher les gens qui auraient ces difficultés, et donc à la solidarité régionale et nationale qui s'est organisée pour que le SAMU dispose d'assez de transports pour aller chercher non seulement les personnes qui sont directement impactées par l'incendie et les évacuer, mais aussi ces personnes qui pourraient être impactées par les conséquences sanitaires de l'incendie. Ces recommandations vont être précisées. Pourquoi? Parce que ces recommandations, elles sont valables pour la population générale et elles sont valables en priorité pour les personnes à risque. Les personnes à risque sont les personnes qui ont une affection cardio-respiratoire. Ça paraît assez logique, mais pas que respiratoire, aussi une affection cardiaque qui les rend donc plus susceptibles d'avoir des difficultés avec ces particules fines. Ce sont aussi les personnes qui ont des affections chroniques, la plus connue évidemment étant le diabète, et qui ont une fragilité intrinsèque, et les personnes âgées, puisqu'elles ont toujours moins de capacité respiratoire, donc elles peuvent être plus sujettes à ces difficultés, ou les femmes enceintes également, qui respirent davantage en augmentation du rythme cardiaque pendant la grossesse. Donc, ce qui va être précisé, c'est notamment pour ces personnes, mais aussi pour la population générale, l'impact plus précis du monoxyde de carbone. Ça va être, on a des spécialistes qui viennent de la préfecture de police de Paris qui vont aider à mesurer plus finement en différents points du territoire la concentration en CO, puisqu'aujourd'hui on a des points qui sont plus espacés. À partir de ce niveau de concentration qui va être mesuré, donc ça va commencer, ils arrivent aujourd'hui, il sera décidé avec ces spécialistes et les spécialistes de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment le centre anti-poison que vous devez connaître, une stratégie par rapport à cette concentration. Donc on verra en fonction de cette concentration, puisque habituellement on connaît bien les intoxications au CO, mais en intérieur. En extérieur, déjà, on n'est pas du tout normalement sur les mêmes concentrations que ce qu'on peut avoir, vous savez, pendant l'hiver avec les problèmes de poils pendant l'hiver. En extérieur, on le connaît moins, l'impact, donc on va mesurer ça plus finement et donc pouvoir très prochainement donner des recommandations plus précises par rapport à ce problème spécifique. En attendant, recommandation toujours de ne pas sortir, de sortir le moins possible, si c'est possible. De sortir donc en faisant le moins d'efforts possible. Et ce qui est mis à disposition, ce sont des masques FFP2. Il y a des stocks stratégiques au niveau de l'État et des stocks régionaux qui sont actuellement distribués pour permettre aux personnes, surtout les plus fragiles d'abord, de disposer de cet élément de protection. Le masque FFP2 va filtrer les particules fines. Un masque FFP1 ou un masque classique n'est pas utile. Malheureusement, c'est pas du tout le Covid, c'est pas la même chose. Là, il faut un masque FFP2. Donc, un masque FFP2, on peut le garder à peu près 8 heures pendant la journée, il reste efficace. Le masque FFP2, c'est pour sortir. C'est donc pour les gens qui doivent sortir, s'ils le doivent, qu'ils sont fragiles, mettre le masque FFP2. À l'intérieur, il n'est pas utile de garder un masque FFP2, surtout si on a bien suivi les recommandations et fermé les fenêtres, qu'on n'a pas trop aéré. Ces masques, ils sont donc acheminés déjà et ils ont été distribués aux pharmacies de garde. Vous savez qu'il y a un réseau assez dense de pharmacies de garde dans tous les départements. Donc les pharmacies de garde les ont. La liste est disponible sur le site de l'ARS et facilement trouvable sur Internet. Pour l'instant, avec les stocks qui ont été distribués, donc 2,5 millions de stocks de masques et qui sont en cours de... En même temps qu'on les distribue, on reconstitue les stocks, donc il y en a d'autres qui arrivent. On recommande pour l'instant la distribution de 2 masques par personne fragile. Ils sont gratuits, bien évidemment. Ces masques des stocks stratégiques de l'État, ils sont gratuits. À partir de lundi, donc de demain, les pharmacies qui ne sont pas de garde, les pharmacies classiques, seront aussi approvisionnées par le système de logistique des pharmacies, avec la Gironde et les Landes évidemment en priorité, puisque ce sont ceux qui sont le plus en proximité dans le panache de fumée. L'idée est d'avoir
pour autant que cet événement durera malheureusement, une quinzaine de masques par semaine avec un élargissement des personnes prioritaires vers l'ensemble de la population qui en a besoin parce qu'elle doit sortir de chez elle et c'est évidemment la majorité de la population. Je précise une dernière chose, effectivement c'est bien pour sortir les masques FFP2, on ne dort pas avec non plus, ce n'est pas la peine. Donc voilà les mesures qui sont mises en place et donc avec des recommandations plus précises à venir dans les heures ou demain sur le CO. Très bien, merci Cécile. Alors, le travail des journalistes. Voilà. Il y a aussi un début de... Le mouvement n'est pas simple, mais ça y est, il est engagé par l'ARS. Vous savez qu'on a évacué un certain nombre d'EHPAD et du coup, les personnes qui étaient dans les EHPAD ont été accueillies dans des centres d'hébergement provisoires ouverts par les maires. C'était une mesure d'urgence, ça ne peut pas être une mesure durable. Donc, l'Agence régionale de santé, en lien avec le réseau national, avec la ministre de la Santé, a commencé à repérer des places vers lesquelles pourraient être évacuées, orientées, après ce sas de premier accueil, les personnes qui en ont besoin. Le mouvement a commencé et va se poursuivre en privilégiant d'abord ceux qui sont les plus fragiles, les plus en difficulté médicale. Et puis ensuite, on passera aux autres personnes âgées. Mais je crois que c'est important et peut-être que demain, Cécile, ce sera bien de faire un point pour les journalistes, pour la presse aussi, pour informer les familles. Parce que c'est pas évident qu'on trouve toutes les places dans le département. Et donc, il faudra qu'on assure le lien d'information, évidemment, avec les familles pour que l'accompagnement puisse se faire au mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est devant nous maintenant ? D'abord, à partir de mardi, hélas, les températures remontent et on va revenir dans des étiages très élevés, 38-40. Ça n'est pas un facteur favorisant, ça n'est pas un facteur qui va nous aider, c'est un facteur qui pourrait, j'utilise le conditionnel, qui pourrait aggraver le phénomène. En conséquence, ce que je peux dire aujourd'hui, et nous sommes en train de réfléchir à d'autres mesures, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de retour possible. Je le redis, je l'ai dit hier, mais il n'y aura pas de retour possible dans les collectivités évacuées tant que, même si le feu est passé à côté, puisque nous avons procédé à des évacuations préventives, mais il n'y aura pas de retour dans ces collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé. Il n'est pas fixé, il va progresser et peut-être s'aggraver selon les conditions climatique, mais nous allons dans un instant, je vais passer la parole à Marc Vermeulen, le directeur du SDIS, et aussi à Pierre Massé, qui est un spécialiste de la forêt, qui nous accompagne activement et que je remercie dans cette lutte acharnée que nous menons et que nous comptons bien emporter. Donc pas de retour dans les collectivités évacuées. Pas d'emploi, par conséquent, pas de travail demain dans les entreprises de ces collectivités territoriales. Évidemment, nous allons, avec la Direction régionale de l'emploi et de l'économie, service de l'État, du ministère du Travail, mettre en place un système d'activité partielle. C'est-à-dire qu'au moins, à défaut de tourner, les entreprises n'aient pas à payer les salaires, mais ce sera l'État qui les prendra en charge. Et nous aurons tout à l'heure à 19h, après une première réunion avec Matignon à 18h, nous aurons une réunion avec le ministre de l'économie, Monsieur Lescure, pour échanger sur tout le volet, toute la dimension économique. Nous ne souhaitons pas non plus, pour les mêmes raisons, que des salariés qui seraient domiciliés dans des communes qui n'ont pas été évacuées, mais qui auraient besoin de les traverser ces dernières pour rejoindre leur entreprise, nous ne souhaitons pas qu'il y ait de tels trajets
même si c'est très problématique. Nous ne le souhaitons pas pour des raisons de sécurité, parce que les forces ne peuvent pas se disperser pour sécuriser tout le monde. Espérons que l'arrivée du mois d'août et le début des vacances soient de nature à ne pas aggraver, enfin à minorer les conséquences de cela. Un phénomène exceptionnel, réponse exceptionnelle. Nous sommes en train d'y travailler, mais nous intensifions nos efforts, et c'est là où je vais donner la parole au chef de justice et à Pierre Massé. Nous intensifions nos efforts, je le dire avec mes mots, pour priver l'incendie de combustible. Alors il y a plusieurs techniques, Marc Vermeulen va les présenter rapidement, mais voilà, notre besoin, c'est de priver l'incendie de nourriture et de combustible, ce qui n'est pas une mince affaire dans ce département très largement forestier. Et donc, je vais leur passer tout de suite la parole.